qu'est-ce que l'aviron? L'aviron. Alors, c'est un sport déjà complet. Donc, on est dans des embarcations qui font entre 7 mètres pour les plus petites jusqu'à 18 mètres pour les plus grandes. Donc, de 1 à 8, 2, 4 et 8. Et puis, en fait, c'est tout simplement le principe, c'est tout le monde est dans un bateau. Et puis, on avance à la force des membres supérieurs et inférieurs du corps humain au moyen de leviers qui sont les avirons, donc les rames. Ok. Voilà, on déplace l'ensemble bateau, aviron et rameur. Alors, deuxième question, quand commencer et peut-on essayer l'aviron avant de s'inscrire au club? Alors, on peut bien évidemment essayer avant d'officialiser l'inscription. On a le droit à 2 séances d'essai qui sont gratuites. Et au bout de la 3e, faut rapporter le dossier d'inscription. Donc ça laisse en général aux gens à peu près entre 2 et 3 semaines pour réunir les pièces justificatives pour le dossier, quoi. Et après, on peut commencer à tout âge. Nous, au niveau du club, on prend à partir de 10 ans. Et puis après, c'est jusqu'à 15 ans, je crois, entre 75 et 77 ans. Mais tous les ans, il y a des gens qui viennent ramer et qui ont déjà la cinquantaine passée, 50-60 ans. Alors, troisième question, peut-on aller directement sur l'eau pour une première séance? Bien sûr, c'est même recommandé. C'est comme ça qu'on se rend compte en fait du sport, ce que c'est. C'est la meilleure des solutions. Alors après, ça va dépendre des conditions, et puis ça va dépendre aussi des conditions météorologiques, et puis ça va dépendre aussi du temps qu'a le pratiquant devant lui. S'il a 3 heures, si c'est une séance de 3 heures, on va peut-être le faire passer à la machine avant pour voir un petit peu le geste. Mais non, en général, dès la première séance, les gens vont sur l'eau. Disons qu'ils n'ont que 2 séances pour se rendre compte, de faire une idée en prenant un dossier. Donc, tant qu'à faire, autant qu'ils attaquent directement. Alors, quatrième question, quel équipement faut-il pour ramer et quelle tenue faut-il pour ramer? Tout ce qu'il y a de plus basique. De toute façon, on n'a pas d'équipement particulier. Nous, ce qu'on demande simplement, c'est d'avoir des chaussures qui ne craignent pas d'être mouillées, d'être salies ou d'être laissées au bord de l'eau, et des vêtements pas trop amples, puisqu'on est sur un mouvement, on est sur une coulisse, donc on est sur un mouvement d'avant en arrière avec des rails. Donc, ce qu'on demande, c'est des vêtements pas trop amples pour pas se prendre le jogging ou le short un peu large dans les rails. Ça empêche pas de ramer, mais si ça se coince dans les roues, c'est pas super bien agréable. Et puis pareil, en haut, comme on est sur un mouvement d'avant en arrière des bras, si on a des vêtements trop amples, comme les sweats avec les poches kangourou qui sont devant, on risque de se prendre les poches les mains dans les poches plutôt. Donc c'est plutôt des vêtements près du corps. Mais pas de tenue spécifique comme des combinaisons de plongée, des trucs de kayak en néoprène, des trucs comme ça. Non, un t-shirt complètement basique, ça suffit largement pour commencer. Question 5, dans quel bateau vais-je débuter? Alors, vous allez débuter dans un double canoë, ce qu'on appelle double canoë, donc c'était 2 rameurs avec 2 rames par personne et sur un bateau un petit peu plus large que ce qu'on pourrait avoir l'habitude de voir sur l'eau quand on passe le long de la Vienne. C'est des bateaux d'initiation, donc ça risque pas de se retourner, en théorie. Ça risque pas de se retourner. Mais voilà, après, on n'est jamais à l'abri d'une faute technique ou d'un petit... mais normalement, c'est rare. Alors, question numéro 6, est-ce que je vais tomber à l'eau ou peut-on tomber à l'eau? Alors, est-ce que vous allez tomber à l'eau? Ça, je le saurai que demain, ou après-demain. Le risque zéro n'existe pas. Ce serait mentir que de dire qu'on tombe jamais à l'eau. Le risque zéro n'existe pas. Après, c'est comme tout sport, à partir du moment où il y a des consignes, à partir du moment où on respecte les consignes, normalement, on ne peut pas tomber. J'en connais qui rament depuis 5-6 ans, qui ne sont jamais tombés une seule fois dans l'eau. J'en connais qui rament depuis 3 semaines et qui sont déjà tombés 3 fois à l'eau. Donc voilà, ça dépend. Il y a énormément de facteurs qui font que on tombe ou on tombe pas. Alors, est-ce que l'on arrête de ramer en hiver? Est-ce que l'on rame en hiver? Oui, on rame en hiver, on n'arrête pas de ramer en hiver. En fait, le gros de la saison, nous, on est sur le fonctionnement sur l'année scolaire, et non pas l'année civile. Donc, du coup, il y a quasiment aucune pause. La seule pause, on va dire, c'est la pause estivale. Par rapport à de la voile, par exemple, où ça s'arrête l'hiver et il continue le plus gros de la saison, c'est l'été. Nous, au contraire, vu qu'on est sur les années scolaires, les saisons en général s'arrêtent avec les championnats
qui sont début juillet, et on reprend avec les scolaires avec l'année scolaire début septembre. Alors après, on va dire qu'il y a la grosse pause de un mois, mi-juillet jusqu'à mi-août, mais ça n'empêche pas les gens de venir continuer à ramer tranquillement pour leur plaisir. Mais voilà, il y a une trêve estivale des compétitions. Mais l'hiver, en fait, l'hiver est fait. Nous, notre saison est faite de manière à ce que l'hiver, il y ait peu de compétitions, des compétitions au sol, et du coup, en fait, les gens qui préparent des compètes vont travailler énormément le foncier et l'endurance en hiver. Donc, non, on continue à ramer en hiver, on s'équipe un peu plus chaudement, en même temps, on se réchauffe assez vite. Mais pas de pause l'hiver. Alors, est-ce que l'on porte des gilets de sauvetage pour ramer? Alors, ça dépend dans le cadre dans lequel vous ramez. Si vous ramez dans le cadre fédéral, donc dans le club, il n'y a pas les gilets ne sont pas obligatoires. Certains peuvent en porter, mais on va être, comme je disais tout à l'heure, on est sur un mouvement de va-et-vient, donc d'aller-retour, donc on va plus être gêné qu'autre chose par les gilets. Par contre, si on le fait dans un cadre scolaire, il y a donc des écoles ou des collèges qui viennent au club pour des séances, pour un cycle de séances EPS par exemple, là ils auront les gilets. Pourquoi? Parce que le règlement intérieur de la fédération n'oblige pas le port du gilet. Par contre, le règlement de l'éducation nationale sur les sports nautiques impose le règlement du gilet. Donc à partir du moment où il y a un règlement spécifique, c'est celui-là qui va primer en fait. Donc c'est celui-là qui va rentrer en compte, et donc du coup il faudra des gilets pour des 6e, 5e, CM1, CM2, etc. Ok. Du coup, me vient une autre question par rapport à ça. Ouais. Si on n'a pas de gilet de sauvetage, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un brevet de natation? Oui, brevet de natation. Brevet de natation, 25 mètres minimum. 25 mètres, ouais. Ou test d'aisance pour les plus jeunes, même avec le gilet de sauvetage pour les scolaires, par exemple, ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'on a le gilet de sauvetage qu'on est exempté d'avoir un brevet de natation ou un test. Mais en général, nous, on demande un brevet de natation. Un brevet de natation en début d'année, quand les gens prennent leur première licence, obligatoire par contre. Est-ce que je peux louer un bateau? Non. Question numéro 9. Est-ce que les sorties et les entraînements sont encadrés? Pas tous. Il y a des séances, ce qu'on appelle les séances officielles et les séances officieuses. C'est-à-dire qu'officiellement, il y a entre 5 et 6 créneaux qui sont encadrés, que ce soit sur l'eau ou à terre. Et après, le fait que moi je sois là, je sois salarié de l'association, ça permet aux gens de venir ramer en fait quand ils veulent. Par contre, à partir du moment où ils sont en dehors des créneaux officiels, les créneaux officiels, grosso modo, c'est le dimanche matin, samedi matin, samedi après-midi, c'est les jours de la semaine en soirée, plus le mercredi après-midi. En dehors de ces créneaux-là, la séance, la pratique est libre. C'est-à-dire que les gens, à partir du moment où ils sont autonomes et qu'ils ont une licence club, ils ont tout à fait le droit de venir, de prendre un bateau, d'aller sur l'eau, et puis de rentrer entre midi et 2, le matin, l'après-midi, quand ils veulent. Donc celles-là, par contre, de séances ne sont pas encadrées. On ne fait pas ça encore. On n'a pas, c'est pas dans les, je sais pas comment on pourrait dire, mais c'est pas dans l'esprit de la fédération. Question numéro 11. Combien de fois par semaine est-ce que je peux pratiquer? Autant de fois que vous voulez, à partir du moment où le club est ouvert. Donc, grosso modo, vous pouvez venir ramer le mardi matin, le mardi midi, le mardi après-midi, le mardi soir, le mercredi après-midi, le jeudi matin, le jeudi midi, le jeudi après-midi, le jeudi soir, le vendredi matin, le vendredi midi, le vendredi après-midi, le vendredi soir, le samedi matin, le samedi après-midi, le samedi midi et le dimanche matin. Voilà, donc ça fait vraiment, j'ai pas compté en disant ça, mais ça fait pas mal. Vous pouvez ramer jusqu'à 3 fois, il y a 3 créneaux officieux par jour, quoi, grosso modo. Voilà. On est sur du 12 à 14 fois par semaine. Question numéro 12. Peut-on ramer à plusieurs? Bien sûr. Bien sûr, à 2, 4 et 8. Et tout seul. Mais sinon, les bateaux collectifs, c'est des bateaux à 2, à 4 et à 8. Ouais. Question numéro 13. Est-ce facile de gérer un groupe ou des jeunes? Ça dépend. Ça dépend. Tout dépend des âges, évidemment. Tout dépend de ce pourquoi ils sont là. Et puis, tout dépend de l'entraînement aussi. Moi, j'ai attaqué l'aviron en 1997. J'ai commencé à encadrer en tant que bénévole assez rapidement. Donc, c'était en 99, je crois. Je m'entraînais à côté. Et puis, j'en ai fait mon métier en 2003, 2004. Ouais, un truc comme ça. Donc, on va dire que plus on est proche en âge des jeunes, plus c'est difficile évidemment, comme un jeune prof ou comme un jeune instit, c'est toujours plus compliqué parce qu'on est assez proche en âge. Donc c'est difficile la barrière
entre l'enseignant, on va dire ça comme ça, l'enseignant et des élèves. La barrière, elle est pas énorme, donc du coup, faut faire attention. Mais moi, depuis que je suis là, donc j'ai pris 10 ans, j'ai 40 ans bientôt. C'est vrai que quand j'ai commencé à encadrer, j'avais une toute petite trentaine d'années. Donc c'est vrai que quand vous entraînez des seniors qui en ont une vingtaine, vous les considérez plus comme des copains que comme des... Donc à partir de ce moment-là, c'est un peu dur. Maintenant, moi j'ai vieilli, j'ai mûri, donc la barrière est beaucoup plus facile à mettre. Et les jeunes la mettent naturellement. C'est pas... Et après, on voit, de toute façon, quand on est jeune et qu'on commence dans ce métier, voilà, on veut être aimé de tout le monde aime s'entraîner, etc., que ça se passe bien, donc on fait des concessions. Et puis à partir du moment, quand on se rend compte que non, on n'est pas un copain, on est un entraîneur, que derrière il y a un objectif, on est forcé de mettre des distances un peu avec tout ça. Donc ça, c'est d'un point de vue plutôt humain. Après, bien évidemment, il y a des groupes qui vont être plus difficiles que d'autres. Si, par exemple, alors sur Rennes, ça va être différent. Si vous avez un groupe d'élèves, par exemple, du Tabor, avec un groupe d'élèves de Maurepas ou du Blône, voilà. Donc, en fonction du milieu aussi dans lequel est issu le jeune, ça va être différent aussi. L'approche ne va pas être différente. Après, si on vient encadrer des groupes de personnes handicapées, que ce soit des déficients intellectuels, déficients moteurs, ce ne sera pas la même chose que si c'est des personnes valides. Donc du coup, voilà, chaque groupe a sa difficulté, mais c'est ce qui fait justement la richesse de notre sport, c'est qu'on est vraiment ouvert à tout type de public. Donc du coup, après, à partir de là, si on sait comment prendre les gens... Et j'ai une dernière question qui me vient parce qu'elle est importante. Combien coûte l'adhésion et quels papiers faut-il apporter? Alors, les papiers qu'il faut apporter, donc la feuille d'inscription, le règlement évidemment, un certificat médical, un brevet de natation, une photo d'identité tout simplement. Après, le prix de la cotisation va varier en fonction des catégories. C'est-à-dire que quand vous êtes très jeune, donc les 10-12 ans, on va leur demander de venir entre 1 et 2 fois par semaine. C'est le minimum syndical pour leur tranche d'âge. Et plus on monte dans l'âge, plus on va demander de venir souvent. Donc du coup, le prix de la cotisation est fixé en fait en fonction du nombre maximum de créneaux qui peut exister par personne, évidemment avec un plafond. Parce qu'entre celui qui vient 6 fois et entre celui qui vient 12 fois, celui qui vient 12 fois ne va pas payer 2 fois plus cher que celui qui vient 6 fois. Donc il y a un plafond. La licence la plus chère pour un senior adulte, alors ça peut faire peur, c'est 326 €. Mais en sachant que pour 326 €, on fournit le matériel. Évidemment, on ne va pas leur demander d'acheter leur bateau et puis leur rame, parce que là, ça serait beaucoup plus cher. Pour information, un bateau individuel de compétition, ça coûte entre 8 et 9 000 €. Un bateau individuel. Donc à 8, le 8 qu'on a, le 8 le plus compétitif du club, il y a 10 ans, il valait 38 000 €. Donc c'est sûr qu'on ne va pas demander aux gens d'acheter du matériel. Donc la cotisation va servir évidemment à acheter du matériel, à rémunérer le salarié, et puis à permettre aussi qu'on puisse réparer le matériel, parce que ça aussi ça coûte cher. Et puis en même temps, donc si vous faites 50 semaines, si vous pouvez venir une fois par jour, donc on va dire 6 fois, parce qu'il y a quand même un jour de repos au milieu, donc par 50 semaines ça fait 300 séances, sur 365 jours, ça fait un peu plus d'1 € la séance. Donc on n'est pas, voilà. Si on ramène à la séance, le prix à la séance est vraiment pas cher. Par contre, c'est vrai que le prix à l'année, des fois, quand on dit 326 €, c'est vachement cher. Quand on ramène à la séance et aux possibilités qu'il y a, au final, ça coûte vraiment pas cher. Okay. Et du coup, on paye tout d'un coup, on peut payer en plusieurs fois. Alors on fait des facilités de paiement évidemment. Et puis on va faire aussi en fonction des statuts des gens. Si c'est des demandeurs d'emploi ou des actifs, ils ne vont pas avoir le même tarif évidemment. Il y a des tarifs en fonction des ressources. Ok, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Puis je vous en prie. Très bien, merci.